Robert Aldrich commence sa carrière de cinéaste après avoir été premier assistant pour des réalisateurs célèbres. Il commence au début des années 50 par un tout petit film de la MGM, qui s'appelle Big Leaguer, sur le baseball, qui rencontre pas un succès extraordinaire, mais bon voilà, c'est un film de série avec quand même Edward G. Robinson, ce qui n'est pas rien. Il va enchaîner avec un autre petit film également avec un tout petit budget qui s'appelle en anglais World for Ransom et en français Alerte à Singapour. C'est un tout petit film tourné dans les décors d'une série qui s'appelait China Smith, pour lequel il travaillait à cette époque-là. Donc c'est vraiment fait avec rien, en peu de temps, et bien entendu, ça disparaît très vite dans le gros de la production hollywoodienne de l'époque. En revanche, après ça, il va attirer l'attention de Burt Lancaster et de son associé. Et selon Aldrich, parce qu'il n'était pas cher et qu'il savait tourner vite, ils vont le recruter pour tourner un western. Ce sera son premier western qui s'appelle Bronco Apache en français. Donc, le budget n'est pas énorme, mais il est quand même suffisamment conséquent. Le film, lui, en revanche, va être un franc succès, c'est-à-dire qu'il va se classer à la 23e place du box-office américain cette année-là. Et donc, ils vont enchaîner très vite avec un deuxième western. Burt Lancaster disait d'ailleurs qu'ils ont passé d'un plateau à l'autre, tellement ils ont fait des films dans la foulée. C'est Veracruz, avec en plus cette fois Gary Cooper, ce qui veut dire un budget encore plus important de 3 millions de dollars. Le film, là aussi, est un succès. Mais après ça, en fait, la carrière d'Aldrich va marquer d'une certaine manière un pas, d'un point de vue commercial, ou en tout cas d'un point de vue des moyens dont il va disposer, parce qu'il va faire ce qui est l'un de ses films les plus connus, qui est En quatrième vitesse. En fait, le producteur et réalisateur Victor Saville va le contacter et va lui proposer d'adapter un roman de Spillen. Il va demander à Aldrich à avoir les pleins pouvoirs, si on veut, à pouvoir faire ce qu'il veut avec le roman qu'il détestait. Le budget va être plus bas que ces deux films précédents, vraiment c'est aux alentours de 400 000 $, si je me souviens, sans star, vraiment, avec des acteurs compétents certes, mais pas avec l'aura de Gary Cooper, évidemment. Et le film va être un succès vraiment important cette fois, et ça va avoir un impact très fort sur sa carrière, parce que, en fait, avec l'argent qu'Aldrich va gagner grâce à En quatrième vitesse, il va pouvoir devenir indépendant, il va pouvoir créer Associates and Aldrich, et non pas l'inverse, comme on pourrait s'y attendre, ce qui va lui permettre de s'émanciper, en tout cas en partie, et pour un premier temps, des studios. I'll have her out of here in 5 minutes flat. Relax, buddy. Stop worrying. Après En quatrième vitesse, Aldrich va pouvoir réaliser un projet qui lui tenait à cœur depuis 5-6 ans. Quand il était à New York à la fin des années 40, en 49 exactement, il a assisté aux quelques représentations qu'il y a eu d'une pièce de théâtre qui s'appelait Le Grand Couteau. Il a tout de suite été séduit par la pièce. Il n'explique pas exactement pourquoi il a été séduit par la pièce, mais il a tout de suite voulu la monter. Donc il est allé voir John Garfield, qui tenait le rôle principal de la pièce. John Garfield, qu'il connaissait par ailleurs pour avoir travaillé avec lui sur Or et Sang de Robert Hossein. Mais Garfield s'est montré tout à fait inintéressé par le fait de porter à l'écran avec lui, donc dans le même rôle, cette pièce de théâtre. Donc il est allé voir l'auteur de la pièce, Clifford Odets, mais Clifford Odets s'est retrouvé face à un inconnu, en fait. Aldrich, en 1949, n'avait réalisé aucun film, il n'avait réalisé aucun épisode de série télé même. Et donc il a fallu qu'en fait Aldrich fasse ses preuves, qu'il réalise quelques films pour que Odets accepte de lui céder les droits de la pièce. Clifford Odets était un dramaturge new-yorkais qui avait participé à la fondation du groupe Theater, qui très vite avait eu un succès vraiment très important au théâtre et qui va donc attirer l'attention d'Hollywood. Mais Odets, c'était quelqu'un qui était libéral, très engagé, qui était inscrit au Parti communiste, même si ce n'était pas très longtemps. Lorsqu'il va, dès 1936, faire un premier voyage à New York, ça va être pour lui une expérience à double tranchant, disons. Toutes ces expériences hollywoodiennes, à partir de 1936, et surtout à partir de 1942, où là il reste jusqu'en 1948 sur la côte ouest, toutes ces expériences vont être évidemment, d'un point de vue monétaire, très fructueuses. En revanche, il va se sentir être transformé en une sorte d'objet. Il va sentir qu'il a la possession des studios et il va sentir qu'il ne peut pas vraiment créer.
Donc il va rentrer à New York en 1948 et il va avoir l'idée d'écrire le Grand Couteau. Pour lui, en fait, aux États-Unis à ce moment-là, à la fin des années 40, la vraie honte, c'est la commission des activités anti-américaines. Mais il y a un autre scandale pour lui, et c'est ça qui est véritablement anti-américain, ce sont les films hollywoodiens, qu'il estime superficiels, névrotiques. C'est ce qu'il dit dans un article qu'il a écrit, je crois, pour le Time Magazine. Donc il a une position de rejet total vis-à-vis d'Hollywood à ce moment-là. On sent qu'il y a déjà, avant que la pièce soit représentée pour la première fois à Broadway, on sent qu'il y a déjà quelque chose qui bruisse. Il y a les oreilles d'Hollywood commencent à s'orienter vers la côte Est pour savoir ce qui va être dit de l'industrie. Bon, effectivement, ce que la pièce dit, c'est tout sauf positif, mais bizarrement, lorsque la pièce est jouée à partir de la fin février 1949, elle va être elle va pas être très bien perçue par la critique théâtrale. Donc après un article positif dans Variety, tous les autres critiques vont pas démolir la pièce, mais dire qu'elle n'est pas à la hauteur du talent d'Odets. Ils vont lui reprocher sa construction, notamment. Et puis ils vont aussi reprocher directement à l'auteur, Odets, de mordre la main qu'il a nourrie. Fix yourself a drink, bud. Lorsque Aldrich décide et peut enfin faire l'adaptation du Grand Couteau, il fait un premier jet tout seul et ensuite il travaille avec un co-scénariste qui est James Poe. Il aura un regret principal, c'est celui de ne pas avoir su, enfin qu'ils n'aient pas su tous les deux couper davantage dans le dialogue de Clifford Odets. Il dit, il reconnaît, comme beaucoup de critiques le reconnaissaient déjà à l'époque, que parfois c'est un peu verbeux, c'est un peu obscur. Mais il dit que oui, il adorait les dialogues à ce moment-là, qu'en plus Odets c'était un monument, donc c'était difficile de se résoudre à couper ces dialogues, même si à première vue il n'est pas intervenu pour qu'on les conserve, c'est pas là le problème. Donc c'était son regret, mais par ailleurs ils ont tous les deux, avec Poe, réussi à faire une adaptation fidèle de la pièce, c'est-à-dire que vraiment, si on voit le film, lit la pièce, on s'aperçoit qu'il y a un nombre très limité de différences. Elles sont là, néanmoins, elles sont parfois importantes, et il y a bien sûr eu ce réflexe premier, lorsqu'on adapte une pièce de théâtre, c'est de vouloir l'aérer un petit peu, c'est-à-dire essayer de sortir de cet espace à trois murs et de briser la monotonie du décor, parce que tout le film, finalement, repose sur une sorte de situation dans laquelle le personnage de Shirley Castle est enfermé chez lui et assailli par tout un tas de personnages, d'amis qui viennent le voir. Et c'est pas toujours positif, loin de là. Bon. Donc Aldrich et Poe ont inséré une scène dans la maison voisine où il y a une fête avec le personnage de Dickie Evans, une scène sur une plage, un très bref plan de Ida Lupino dans une cabine téléphonique, enfin des choses comme ça, et bien sûr une scène au studio, au travail, Shirley Castle, ce qui n'est pas énorme pour un film méta, d'avoir une seule scène très très brève où on voit le personnage principal dans son milieu, dans son environnement de travail en fait. Avec Le Grand Couteau, en 1955, Aldrich prend son indépendance momentanément. Ils se sont frustrés de toute façon de travailler avec des producteurs. Ils se sont frustrés de ne pas pouvoir mener en fait sa barque exactement comme il le veut, et même lorsque plus tard, avec un film comme Tout près de Satan, il aura un producteur attitré, il va prendre le dessus. Le producteur va être mis de côté et Aldrich va prendre tout en charge, quand il le peut. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une posture un peu ambivalente en fait, par rapport vis-à-vis d'Hollywood. Dans certaines interviews, il a déclaré, par exemple, que le personnage du producteur que joue Ross Tiger, c'est un être abominable, et j'emploie le mot qu'il a employé,
Il était ambivalent par rapport à cette figure. Une figure qui est en fait un condensé. C'est un condensé entre Harry Cohn et Louis B. Mayer, notamment parce que Harry Cohn avait l'habitude de mettre des micros dans ses studios pour écouter tout ce qu'il disait sur lui. Et Louis B. Mayer, lui, avait tendance à pleurnicher, comme le fait Hoff dans le film d'Aldrich, pour essayer d'arriver à ses fins. Ça aurait pu être aussi un mélange avec Jack Warner. À l'origine, c'était prévu comme ça. Jack Warner devait apporter une touche comique. Aldrich disait que c'était un dur à cuire, Jack Warner, mais c'était quelqu'un de drôle. Mais Aldrich a vite rendu compte que Rose Steiger, selon lui, n'avait pas d'humour. Et il a dit exactement que Steiger avait autant d'humour qu'un cancer en phase terminale. Et donc, ils ont laissé tomber en fait la référence tout simplement à Jack Warner. Par rapport à cette figure-là, producteur démiurge, du producteur qui écrase tout le monde de son pouvoir, il reste un petit peu sur la réserve. C'est-à-dire que c'était un type de producteur tel qu'on en voit souvent dans les films des années 50, qui correspond à une réalité, bien entendu, un certain type de réalité, mais il a dit aussi que c'était une version ou une partie d'Hollywood. C'était pas tout Hollywood, c'était un Hollywood qui existait, qui est représenté dans le Grand Couteau. Et par ailleurs, et ça c'est un élément sur lequel il a beaucoup insisté à la fin de la promotion du film, il a insisté sur le fait, Aldrich, en 1955, que oui, c'est un film qui parle d'un acteur, d'un producteur, d'un publiciste, etc., mais dans le même temps, ça parlait d'autre chose. Le message, si on veut, était plus large, était plus vaste et pouvait s'appliquer à d'autres domaines. Ça pouvait s'appliquer à tous les domaines artistiques d'une part, mais au monde des affaires, et puis il va parfois jusqu'à dire à tout à chacun. C'est-à-dire que dans le monde moderne, selon lui, on est souvent en difficulté lorsqu'on veut préserver ses principes, lorsqu'on veut préserver son intégrité. On considère que l'intégrité, c'est quelque chose qu'on peut marchander. C'est un film qui est plus riche et qui peut-être aujourd'hui garde aussi son intérêt parce qu'il y a cette autre lecture possible. C'est petit quelque chose qui peut nous toucher tous individuellement. Tell you what, you go on a layoff, 6 months, a year even. No, I want to go for good. Le jour où Aldrich a rendu sa copie définitive de 4e vitesse, ou dans les jours qui ont suivi, en fait, il a réussi à avoir un contrat avec United Artists pour financer le Grand Couteau. Donc ça s'est fait assez vite. Il n'a pas eu de problème pour rassembler un budget, mais un budget qui était quand même assez réduit. C'était, selon les sources, selon les moments de l'année où Aldrich parle du budget de son film, c'est 425 000 $ ou 450 000 $. Ça varie très peu, d'une part. Et dans cette somme, il y a quand même 260 000 $ qui sont destinés aux acteurs, dont 50 000 $ pour Shelley Winters, qui est, à ce moment-là, évidemment, qui a un statut vraiment très important. Et il arrive à boucler le budget aussi en demandant aux acteurs d'être payés en différé. Mais malgré tout, il y arrive. Il tourne en fait le film dans les mêmes studios qu'en 4e vitesse. C'était des petits studios hollywoodiens qui s'appelaient les Sutherland Studios, qui a été fondé au début des années 10 par le frère de Mary Pickford. Ces studios-là ont vraiment une importance dans la carrière d'Aldrich parce que 13 ans après Le Grand Couteau, il va avoir un succès vraiment conséquent au box-office qui est les 12 salopards. Et avec l'argent des 12 salopards, il va racheter le studio. Il va installer sa propre société dans ces studios qui ont 2 plateaux, quelques bureaux et quelques salles de montage. Voilà. Mais en tout cas, ça lui suffit pour être vraiment indépendant et être à la tête de sa propre entreprise et de sa propre unité de création. Il va réussir, Aldrich, avec son budget, quand même, à avoir un casting absolument époustouflant. C'est-à-dire qu'on a évidemment des familiers de son cinéma, déjà, notamment l'acteur qui joue Hank, le scénariste, l'auteur romancier new-yorkais devenu momentanément scénariste et qui est sur le point de rentrer à New York. Donc c'est une des images d'Odette dans le film, bien sûr, qu'on a déjà vu. Cet acteur-là, Wesley Ali, on l'a déjà vu dans 4e vitesse, il jouait un policier.
On le verra par la suite dans d'autres films d'Aldrich. On a aussi un autre acteur qui vient de Quatrième vitesse, c'est Nick Dennis, qui joue un entraîneur, l'entraîneur personnel de Charlie Castle, le protagoniste du film. Et Nick Dennis, c'était le célèbre mécanicien dans Quatrième vitesse, qui a poussé son fameux va-va-voum, qui est devenu un petit peu immortel grâce à ça. Mais à côté de ces acteurs compétents, mais qui n'ont pas de grands noms, on a Jack Palance, qui à ce moment-là n'est pas peut-être la stature de Gary Cooper, mais qui a réussi en quelques années, depuis 1950, en 5 ans seulement, à se créer une carrière solide, à avoir déjà 2 nominations aux Oscars, qui apporte au film son physique très particulier et un physique qui a pu être considéré comme contre-productif dans ce rôle-là en particulier. Parce que il est censé incarner une star hollywoodienne, c'en est une en fait, mais c'est pas la star hollywoodienne typique, donc il ne peut pas a priori incarner, pour un certain nombre de critiques en tout cas de l'époque, la star hollywoodienne. Donc on a reproché à Aldrich d'avoir choisi Jack Palance pour ce rôle-là. Certains ont dit que ce n'est pas crédible qu'il puisse avoir une femme, 2 maîtresses dans le même film et que tout le monde finalement lui tombe dans les bras. Ça se discute bien entendu. Aux côtés de Jack Palance, on a Aida Lupino, qui à ce moment-là était en fin de carrière quand même en tant qu'actrice, mais qui a déjà derrière elle en tant que réalisatrice et productrice ses plus grands films. Elle a commencé 4-5 ans auparavant. Elle apporte un personnage vraiment solide et qui a les pieds sur terre, dont les vêtements aussi reflète de cette manière la simplicité par rapport aux autres fans notamment, bien entendu. Elle aura une bonne expérience avec Aldrich, personnellement. Elle dira que même après avoir réalisé un certain nombre de films, il lui a apporté beaucoup en tant que réalisatrice. Elle a vraiment apprécié sa façon de travailler, sa façon notamment de travailler avec les acteurs, même si elle avait pas l'habitude de procéder comme Aldrich le faisait. Mais l'actrice dont on a le plus parlé au moment de la sortie du film, c'est Shelley Winters. Shelley Winters, c'était partout dans la presse. Elle enchaînait les films. Shelley Winters et Jack Palance se connaissaient déjà et en début 55, ils tournaient ensemble le remake de La Grande Évasion par Stuart Hessler, La Peur au ventre français et I Died a Thousand Times en anglais. Ils étaient tous les deux sur le plateau et pendant qu'ils tournaient ce film-là, Jack Palance était déjà en train de lire le scénario d'Aldrich et de son co-scénariste. Un soir, Winters lui aurait emprunté le texte, l'aurait lu pendant la nuit, et le lendemain matin, on aurait téléphoné à Aldrich pour le supplier de lui donner le rôle de Dixie Evans, qui est un tout petit rôle. Elle a 2 scènes, en fait, une grande scène et une toute petite. C'est pas un rôle du tout qui est à la taille de sa renommée de l'époque. Elle a en fait eu 1 ou 2 jours de tournage, c'est tout, enfin pas plus, c'était quasiment rien. Mais c'est un rôle qui l'intéressait beaucoup et qu'elle a travaillé assez longtemps. Why does the woman have to be here? Steiger, dans ce film, a une apparence assez particulière. C'est-à-dire, il a les cheveux qui ne sont pas peroxydés, mais qui sont blanchis pour le vieillir, parce qu'il avait 30 ans au moment du tournage, pas plus. Il est censé jouer un patron de studio. Ils sont normalement plus âgés que ça. Il a eu l'idée d'avoir un sonotone qui, selon lui, visait à humaniser un petit peu le personnage. En tout cas, c'est devenu, dans le film, l'objet d'une plaisanterie de la part de Charlie Castle. Très mélodramatique, il le joue, il surjoue, mais on peut dire là volontairement, c'est-à-dire qu'il joue un patron de studio qui joue, un patron de studio en représentation, qui est un mauvais acteur. C'est pas un acteur, c'est seulement un patron de studio, c'est un homme d'affaires avant tout, en plus. Et il multiplie les actes de cabotinage, jusqu'à ces fausses larmes qu'il dissimule en tournant le dos à ses interlocuteurs et en s'allant se loger à côté d'une nombreuse lampe qu'il y a dans le film. Le personnage Steiger était assez différent du personnage Palance. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très bien entendus sur le plateau, c'est le moins qu'on puisse dire. Lors des premières scènes qu'ils ont eues ensemble, des premiers moments qu'ils ont eus ensemble, lorsque Steiger a fini de faire son numéro, ou a fini de jouer off faisant son numéro, Palance lui a jeté des disques à la figure,
Ils sont sérieusement accrochés et Aldrich est obligé d'intervenir pour les calmer tous les deux. Mais Aldrich sait aussi comment jouer avec les acteurs et, bien entendu, a tiré profit de l'animosité de Palance envers Steiger pour le film. Charlie Castle is a man who sold out his dreams, but he can't forget them. Un autre élément qui a été ajouté dans le film, c'est le fait que Charlie pratique la boxe. Palance avait pratiqué la boxe de manière professionnelle, a été boxeur, donc il est tout à fait à l'aise dans ce rôle-là. Le film commence par ça, en fait, ou du moins il commence par montrer le personnage sous cet angle-là, sous l'angle d'un homme fort, qui une présence corporelle, physique importante, qui est présenté comme un battant. Par la suite, lorsqu'il sera à l'intérieur de sa maison, le lien avec la boxe perdurera par le biais de la robe de chambre qui ressemble énormément à un peignoir de boxeur. Dans le film, c'était une chemise, c'était pas un peignoir. Donc c'est vraiment une volonté d'Aldrich, l'accessoiriste, etc., de maintenir cette idée-là. Et donc on a cette impression de quelqu'un qui, dans un premier temps, peut faire face. Il ne fait pas face dans le film, il ne fait jamais face en fait. Tout au contraire, il évite, non pas les coups, mais il évite de se mettre en première ligne lorsqu'il demande quelque chose à Hoff. Par exemple, lorsqu'il dit qu'il refuse de signer le contrat, il ne le dit pas. Il dit que c'est Marion qui ne veut pas qu'il signe le contrat. Seulement après, il dit que lui aussi refuse de signer le contrat. Parce qu'il est un petit peu forcé par l'échange qu'il a avec le producteur à faire cet aveu. Lorsqu'il est face à lui, dans la même scène, première séquence avec Hoff, il y a d'abord, bien entendu, comme souvent dans le film, et même tout au long du film, des rapports de force qui s'établissent petit à petit, qui évoluent en fonction de la position des personnages, qui s'assoient, qui se lèvent, qui s'assoient sur les accoudoirs ou directement sur l'intérieur du canapé. Il y a tout ça qui entre constamment en ligne de compte. Également avec les marches qu'il y a dans la pièce, on procède à des rapports de force. Dans cette scène-là, dès que Hoff commence à raconter son histoire, fermer les yeux pour se remémorer cette anecdote avec son épouse, assez longue, on a Charlie Castle qui ne veut pas affronter la situation, qui bouge constamment, qui se retourne, se penche en avant pour essayer de voir s'il y a une cigarette, regarde sur la gauche, sur sa gauche s'il y a une cigarette, derrière, etc. Il est constamment instable jusqu'à temps que Hoff lui dise « ça te concerne aussi ». Et donc là, il est obligé de s'arrêter, de rester face à son interlocuteur, mais à ce moment-là, il a pris un coussin déjà et il serre un coussin contre lui, contre son estomac. Il a d'abord serré ses bras, ensuite il serre son coussin, comme pour se protéger des coups, comme il y a presque quelque chose d'embryonnaire, ce qui se recroqueville un petit peu sur ce coussin. Ce qui est intéressant, c'est que Palance refera exactement la même chose dans une scène de Tout près de Satan. How? By trying to live a little? Perhaps by trying to die. Le Grand Couteau, bien entendu, comme les films américains de cette période-là, devait passer entre les mains de l'administration du code de production, qui était chargée de faire appliquer le code. À la lecture du scénario, il y a eu trois choses qui ont posé problème. Il y a la représentation de l'adultère dans le film. Il y a eu la représentation d'Hollywood, parce qu'il ne faut pas oublier quand même, le code de production, c'est généré par les studios. C'est pas une censure étatique. Et donc, ils font attention aussi aux intérêts de l'industrie. Et puis le troisième point, bien entendu, comme on s'en doute, c'est la représentation du suicide de Charlie Castle à la fin du film. Finalement, la scène du suicide le problème de la scène du suicide a été réglé, semble-t-il, avant le tournage. On a réussi à réécrire la scène pour qu'elle paraisse satisfaisante. Mais finalement, au mois de juin, le film a été tourné d'avril à mai, en très peu de temps. Mais après cela, le film a été monté et un mois plus tard, on a demandé à Aldrich de revoir la scène du suicide, de refilmer deux scènes, dont la scène du suicide, et de changer quelques lignes de dialogue. Et il y a notamment, à la fin du film, un moment où, comme dans la pièce,
le personnage de Hank, le scénariste, descend de l'étage, après avoir vu le corps de Shirley Castle, et en allant dans le sens de la représentation positive du suicide dans le film et la pièce, c'est-à-dire comme acte rédempteur, comme possibilité pour le personnage, seule possibilité pour le personnage finalement de retrouver son intégrité, il disait, Hank, c'était son acte de foi. Le problème, c'est qu'en plus de l'administration du code de production, il y a la Ligue de Vertu, qui était catholique, qui a mis son grain de sel, et cette phrase a été coupée. A dû être coupée, a dû être tout ce passage-là. En fait, il y a un gros plan sur le personnage de Hank qui a vraisemblablement été tourné après coup. Si on regarde la scène, il semblerait que ce soit le cas. Your work is finished here. There will be no photographers, no more lies, no display. I'll tell the story. Ça s'est réglé au Québec. La censure a été absolument dramatique. Ils ont mis tellement de coupes que Aldrich a finalement retiré le film. Et après cela, après cette censure officielle, disons, il y a eu des protestations de la Chambre de commerce d'Hollywood, notamment, qui s'est manifestée pour se plaindre de la représentation que le film donnait de l'industrie cinématographique, pour dire que le film allait faire du mal aux artisans, finalement, aux techniciens qui travaillaient dans cette industrie, etc., etc. Il a été attaqué un petit peu dans la presse, de manière très visible par certaines écoutières. Si le personnage de Benedict est inspiré par Hedda Hopper, qui était l'une des deux plus célèbres écoutières de l'époque, il y en a la deuxième, Luella Parsons, s'est manifestée quelques semaines après la sortie du film pour dire que ça ne marchait pas, que le film n'a même pas rapporté la moitié de ce qu'il aurait dû rapporter, et que c'est pas surprenant de toute façon, qu'on n'aurait jamais dû faire un film de ce genre-là. La semaine suivante, Luella Parsons a intégré la réponse d'Aldrich qui disait que non, en fait, son film fonctionnait, que c'était pas l'échec qu'elle disait qu'il était, et de fait, le film n'a pas été un échec monumental. C'est-à-dire que l'histoire du cinéma a gardé l'idée que c'était un échec, c'est pas vrai du tout. 400 et quelques mille dollars de budget, 1,2 million et un peu plus de recettes. Mais Aldrich a perdu de l'argent parce que l'argent est resté au distributeur. C'est pas la même chose. Le film n'a pas été un échec, mais il a fait perdre de l'argent au réalisateur-producteur, en revanche. Et puis, Aldrich, quand même, était un combattant. Quelques semaines après la sortie de son film, il a envoyé à la presse une lettre dans laquelle il disait que son film était victime d'une sorte de cabale, qu'il y avait des preuves de pression, par exemple, qui a été exercée sur les distributeurs, sur les exploitants, pour qu'ils ne passent pas son film, et que c'est une sorte d'attaque contre la liberté d'expression. Dans l'une des nombreuses interviews que Aldrich a données, dans les années 60 et 70, il admet à un journaliste en fait, que Hoff, c'est McCarthy. Le fait est qu'après cela, il ne détaille pas, il n'explique pas pourquoi c'est McCarthy. Parce que Hoff, finalement, il n'a aucune idéologie visible a priori. Il incarne peut-être dans son esprit McCarthy, mais ce qui est sûr, c'est que le film, comme la pièce, avec leur climat paranoïaque, il y a une question des écoutes. Les écoutes, c'est peut-être quelque chose que faisait Harry Cohn, mais aussi c'est quelque chose qu'on pratiquait dans le cadre de la chasse aux sorcières. Donc ça a un double sens. Ce climat paranoïaque, ce climat d'attaque constante du personnage de Shirley Castle par tout un tas d'autres personnages, ça fait vraiment écho au climat dans lequel vivait Odets, notamment, quand il a écrit la pièce. Sachant qu'Odets, par la suite, en 1952, a témoigné devant la commission des activités anti-américaines et a donné quelques noms, ce dont il s'est voulu toute sa vie. Il y a un élément également intéressant, finalement, qui est au cœur du film, qui est le fait que Shirley Castle, qu'est-ce qu'il risque s'il ne signe pas le contrat de 7 ans ? Il risque de perdre son travail et d'aller en prison pour avoir tué un enfant avec sa voiture un soir de Noël alors qu'il était saoul. Qu'est-ce que risquaient les personnes qui refusaient de coopérer avec la commission des activités anti-américaines? De perdre leur travail à Hollywood et d'aller en prison pour mépris envers le Congrès.